Hey, c'est le monde, c'est Christian. Puis vous écoutez les informateurs. J'enlève mon t-shirt. Bonne écoute. Hey, semaine de merde, Maxime. Hey, mais qu'est-ce qui s'est passé de ton bar, Je Guillaume? me suis coupé la main. Hey, je faisais la vaisselle, mon verre a cassé, ça m'a coupé la main. Hey, ça, c'est de la boîte, mais moi, j'étais vraiment fâché. Christy, depuis le début de la semaine, j'essaie d'être dans l'esprit des fêtes. Puis Christy, il y a juste des revues de fin d'année. Oui, mais c'est les fêtes quand même. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait notre émission fait du notre 17, Avenue Avenue des Pins. Tu nous avais dit bien. Non, j'avais dit de venir à mon podcast, Les Informateurs. Oui, mais j'ai des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien Avenue des Pins. La famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17. Avenue des Pins. Ah, mais là, c'est parce que là, on est aux informateurs. C'est vrai que ça rentre un peu dans le concept, parce que là, c'est comme un intro mensonge qu'on vient de faire. C'était une mise en Ça scène, l'a tout le monde. mystifié les gens. On joue la comédie. Hey, mon Dieu, moi, je pensais avoir deux cases horaires cette semaine. Ben non, Tu peux toujours négocier ça avec Andrew, mais des fois, le système, il permet de faire jouer des épisodes qu'on veut. c'est drôle, hein? Alors, oui, bienvenue à tous aux informateurs, pour de vrai, là, sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on est avec les curieux frangins. Furieux, frangin. J'ai mon chandail, c'est écrit dans ta page. Je disais, mais je vais juste rieux, frangin, curieux. Mais on est curieux aussi. Curieux Bégin. On est pas mal moins furieux qu'on l'était. On n'a pas brisé de webcam et d'écouteurs depuis au moins 6 mois. Là. C'est une bonne moyenne. Je me suis déjà fait mal, Christian. Si ça t'intéresse, j'ai perdu une partie là, de jeux vidéo, puis j'étais fâché. Je me suis donné des coups de micro dans le fond jusqu'à ce que je me fasse très mal. Après ça, j'ai arrêté de jouer. C'est une bonne moyenne. T'as quand même bien fait ça. T'as fait ça avec ton cœur. Oui, exactement. Okay. Et ma tête. Je travaille avec ma tête. Ça, c'est l'important. Au moins, quand tu le fais avec ton cœur et ta tête, au moins, tu sais que t'as un corps. Hey, on dirait écouter Sorangel. Oui, j'ai un livre de Sorangel. Je vais le sortir juste pour faire une longueur. Oh. Boum, tchik, pom, pom. Boum, tchik, pom, pom. Père Noël, comment fais-tu pour deviner les jouets qui me font rêver? Comment fais-tu pour savoir? Vous avez bien fait ça, remplir le chose. Je suis bon pour remplir les choses. Angèle qui dit tout cuire dans un moule en cœur. Alors, c'est vraiment des petites chroniques. C'est pour des recettes de Noël pour la cuisine en famille? Ou c'est un petit détail. C'est juillet à août 92. Oh, ça m'étonnerait. J'étais pas encore né, mais j'étais proche. J'étais dans le ventre de maman. Je crois. Mais est-ce que c'est le moule qui est en forme de cœur ou on le fait avec? Je crois que oui. J'ai jamais regardé en profondeur. Hey, Christy, il y a juste des photos de madame dans des parcs. Hey, mais c'est des fleurs. Les chrétiens et l'environnement. Hey, en 92, ils parlaient d'environnement puis de surconsommation. Pollution de l'air. Ouais, mais apparemment, là, les problèmes qu'on vit actuellement, c'est des problèmes qui perdurent depuis plusieurs années. Longtemps. Oui, mais il me semble qu'on a l'impression que c'était comme moins conscientisé. On s'entend, là, parce que c'est moins mondial, fait que c'était plus proche de chez nous. On est comme, Québec, hein. Mais Sœur Angèle, ça, si je me trompe pas, là, si je lis ça rapidement sur Wikipédia, Christian, Sœur Angèle, c'était une femme qui se tenait, là. Oh oui, elle avait un but dans la vie, c'était de faire rire et de porter le bonheur dans sa cuisine. Hey, si je devais la citer, là, parce que le monde a besoin d'amour, parce que le monde a besoin de prêtres, le monde a besoin de toi. C'est pas vraiment elle que je citais, là, c'était la maison François de Laval. Une invitation à devenir prêtre. Oui, tout à fait, c'était une pub. On peut appeler le grand séminaire Michel Poitras ou Alain Pouliot, toujours au même numéro, 88 683 3673. C'est très bon aparté, ça. Et vous, les furieux frangins, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour les auditeurs qui viennent de... Guillaume l'a bien décrit la dernière fois dans le dernier vidéo qu'on a fait. J'ai fait ça pour vrai? Ben oui, t'es déguisé en sapin, fait que je vais prendre ça sur moi de le dire cette fois-ci. Les furieux frangins, c'est notre collectif de frères. Donc moi, Guillaume et Félix, qui fait un peu moins de vidéos que nous. C'est notre collectif sur YouTube où est-ce qu'on fait nos vidéos. Fait qu'ensemble, on est les Furieux Frangins. On fait du gaming, mais un peu moins maintenant. Puis beaucoup d'absurdes, des vidéos un peu cocasses, comme là, on a fait un Vox Pop où c'est que Guillaume est déguisé en sapin. On se promène sur Saint-Joseph, le décor pendant qu'on pose des questions de Noël. C'est juste.
Puis, on anime aussi le 17 Avenue des Pins, qui en ce moment est notre activité principale, qui est un podcast sur Puissance Maximale, comme les informateurs. Oh, mais alors, on est comme des confrères. Ben oui, un peu. Puis nous aussi, ça se passe à 3 autour d'une table. Sauf que nous, on n'est pas tout le temps sur Wikipédia. Okay. On est détaché de ça. Ça varie un peu. Ouais, ben le concept, c'est comme si on était... je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais le redire. C'est comme si on était une journée de vacances entre frères et un invité. Fait que on se déplace avec notre matériel, on s'amuse, on fait des jeux, on fait des questions. On parle de politique, de péréquation, plein d'affaires. C'est vraiment cool. Ça, péréquation, si tu viens à notre émission au 17 Avenue des Bains, on pourra en parler d'ailleurs. C'est ça, une très bonne idée. Alors, j'accepte l'invitation si vous m'invitez. C'est merveilleux. Cool, ça. Puis, avant de passer au prochain segment, on va dire que c'est disponible les 17 Avenue des Pins sur Facebook. Sur Mixcloud, il y a des segments de la semaine sur YouTube. Puis on va s'arranger pendant le temps des fêtes pour mettre ça sur iTunes et Google Play pour que ça puisse se télécharger automatiquement dans vos appareils mobiles, tablettes, tout ça. Magique. Ça serait vraiment cool, puis qu'on finisse par être sur RZO, nous autres aussi. Ça, il faut 10 épisodes. Ouais, ben on a 13 en ce moment. C'est quand même. Il manque l'étape iTunes. Ouais, il manque l'étape iTunes. On a 14, Maxime. 14. Mick, cette émission-là va passer, je pense que... on a 14 enregistrés. 14, t'as raison. Ouais, 13. C'est bon. Alors, c'est une bonne moyenne. Ben oui. Alors, moyenne au bâton. Pour les auditeurs qui viennent de se joindre à nous, qu'est-ce que c'est les informateurs? En gros, on est 3 autour d'une table. On va parler d'un sujet d'une chronique qu'on a préparé à l'avance, des semaines à l'avance, parce qu'on avait vraiment hâte d'en parler. Ben, je te comprends. Et moi j'ai vraiment envie de parler d'attaque de Vélociraptor, mais tu me dis que ça fitait pas dans le concept de la semaine. Peut-être plus tard, ça va dépendre du facteur hasard. Alors, nous, les émissions sont pas mal basées sur le hasard avec Wikipédia et son bouton article au hasard. Mais là, j'ai préparé ça pour rien. Non, pas préparé. Tu as préparé toutes les chroniques de Wikipédia, mais tu sais pas de quelle tu vas parler. C'est vrai. Je suis un grand connaisseur de tout. On connaît tout, nous. Encyclopédeur. Oui. Alors, pour commencer, pour se réchauffer, on va y aller avec une bonne petite chronique Wiki et fromage. Alors aujourd'hui, pour la chronique Wiki et fromage, on a du fromage crémeux de Champfleury. Crémeux de la place sur la rive sud, là, Champfleury. Oui, Champfleury, oui. La seule et l'unique, c'est du fromage de chèvre et de vache mélangés ensemble. OK, ben est-ce que c'est l'animal qui est mélangé ensemble ou c'est le fromage qui est mélangé ensemble? Tout. On a fait un tout. On a dit, on va pas faire de discrimination sur le produit, on va tout mettre. Fait que c'est l'animal de ton grand-père. Oui, en plein ça. Parfait. Alors, je l'ai servi sur une petite cuillère et à tour de rôle, on va en prendre une bouchée et on va dire quelle sorte de page Wikipédia on lira en mangeant ce fromage. Alors, Maxime, je t'invite à prendre une bouchée et à nous dire de quoi tu vas parler. Très bon son, c'est très radiophonique. Tu fais bien ça. Mon Dieu, je sais déjà à quoi ça me fait penser, tout ce bruit. Mais, ça faisait Dominique Moret, je trouve. Ben vraiment, parlant de Dominique Moret, justement, ce fromage et Dominique Moret me font penser au Tour d'Espagne de 2008, mais très spécifiquement la 16e étape. La 16e étape. Vous vous en souvenez tous. Ça, c'est le moment où est-ce que Grégory Charles est arrivé avec 3 ananas sur la tête. Oui. Puis là, qui a fait, hey, là, ça va arrêter. Il me semble que 16 étapes, c'est trop pour un tour. Ouais, puis ça y piquait beaucoup à cause des ananas, ça pique. C'est comme une couronne d'épines. Hein. Ouais. Ben, exactement. Mais malgré tout, en fait, à cause de ça, il y a juste une personne qui a réussi à terminer cette étape-là. Puis c'est Tom Boonen qui a fait ça en 5h21 minutes. Toutes les autres, ils n'ont pas réussi à... lui, il n'y avait pas d'ananas, il y avait l'avantage du pouvoir. Ben, c'est ça, il était passé juste avant Grégory Charles. Les autres ont été arrêtés par... Grégory Charles, il avait mal compris. Il avait dit, je vais faire un champ fleuri sur ma tête. Ouais. Oui, exactement. Si je ne me trompe pas, c'est un amateur de fromage aussi, monsieur Bonneau. Boonen, oui, c'est un amateur de fromage, tout à fait. Il a passé tout son tour d'Espagne à pédaler et à manger des crottes au fromage. Comme ça, il s'est dit, les petits morceaux qui tombent, là, ça va pouvoir me faire une trail. Puis, ça a obstrué le chemin. Puis juste avant de quitter, j'aimerais faire un gros shout-out à Michael Delage et puis Sébastien Hinault, les deux Français qui participaient à cette 16e étape, qui jouaient pour respectivement la Française des Jeux puis le Crédit Agricole.
Oh, on charlotte à d'autres. Oui, c'était mon équipe préférée, le Crédit Agricole. Je m'en souviens très, très bien. Alors, Guillaume, je te dirais à ton tour, merci Maxime pour cette dégustation. Ben, ça fait plaisir. J'aime vraiment ça, le fromage. Et Guillaume, à ton tour, je te dis de me prendre une bouchée et nous dire quelle sorte de fromage tu mangerais. Je vais goûter à ce fromage-là. C'est la première fois que j'en entends parler, ce qui fait que je vais tout de suite... Guillaume est un gars de fromage plus dur d'habitude, okay. Ça doit le dépayser un petit peu. Là. Ah, mon Dieu, ça c'est un fromage qui me rappelle les petits villages d'antan, comme Orné-Cerny. Orné-Cerny qui était connu pour son fromage mou. Ben oui, on s'entend. Orné-Cerny, c'était un village de Slovaquie. Ben oui, il n'y a pas juste le fromage qui est mou là-bas. Non. Non, ils servaient beaucoup de fromage, eux autres, autour de la table. On se rappelle, entre autres, la première mention écrite du village qui date de 1439. Et quand il y a eu la séparation entre la République tchèque et la Slovaquie, ça a créé une espèce de froid là, entre les deux villages. Un village qui voulait continuer de manger le fromage mou, l'autre côté du village qui voulait continuer de manger le fromage dur. Puis ça a été un peu déchirement, ça a brisé des familles, ça a créé des émeutes. Il y a eu beaucoup de feux de forêt. C'était un mélo émotionnel dans ce temps. Oui, puis en plus, 1439, ça c'est juste 3 ans après l'inauguration de la Coupe Stanley. Oui, non, c'est 1000 ans après même. Ah, 1000 ans après? Non, c'est vraiment 3 ans après. Raison. Fait que c'est dommage parce que leur équipe allait bien jusqu'à temps qu'ils se séparent. Là. Oui, parce qu'on s'entend qu'avec une population de 2816 habitants au 31 décembre 2013 et une fluctuation de population qui varie à plus ou moins 15%, on peut se dire que c'était vraiment l'équipe redoutable pendant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 1849. Mais quand il y a eu le déchirement, là, ça a été pénible. Ah, c'est bon. Alors, je te remercie pour cette comparaison. Alors, je vais y aller à mon tour en prenant une bonne bouchée de ce délicieux fromage magique. Il est vraiment délicieux. Hein? Oui, le champ fleuri, on se trompe jamais. Ça Moi, j'opterais pour le côté slovaque qui avait opté pour le fromage mou, d'ailleurs. Je t'inviterais à essayer de le manger la prochaine fois en descendant un escalator sur les fesses. Ah, très bonne idée. Moi, je trouve qu'il n'est pas piquant, mais il y a un petit goût peut-être amer. C'est très subtil. Ah, ouais, non, moi c'est très. J'ai pas senti l'amertume. Non, t'as pas senti l'amertume. Je dois avoir moins de papilles. Ah, peut-être, ou j'en ai peut-être trop. Alors, peut-être qu'on est mal calibré de ce côté. Ben, ça se développe avec les années, ça, de toute façon. Hein. Ouais. Peut-être que si on parlait de péréquation. Si tu me donnes un peu de tes papilles, peut-être qu'on pourrait tout goûter l'amertume. C'est vrai. Alors, on va y songer au sujet. Mais moi, juste pour vous dire que ce fromage-là, ça me fait penser à Wafas Lehman. Qui, ça? Wafas Lehman. Tu peux-tu me l'épeler? W-A-F-A-A. Wafa? S-L-E-I-M-A-N. Wafas Lehman. Il y avait un rapport avec la colonoscopie, si je me trompe pas. Oui, dans le fond, c'est une personnalité féminine libanaise qui a été reconnue justement pour la colonoscopie. Ouais. C'est pas elle qui l'a créé, mais elle a peut-être un peu volé l'idée, dans le fond. Ouais, volé l'idée. Ah ouais, de qui? De l'inventeur de la colonoscopie qui était M. Colomb. Ah, M. Colomb, c'est celui qui a découvert l'Amérique française, l'Amérique. En 1492. Donc, parce que lui, c'était un voyage d'affaires qu'il voulait faire. Après la Coupe Stanley. Oui, parce que lui, il a fait un voyage d'affaires pour découvrir les Amériques. C'était un hasard parce que lui, il voulait juste promouvoir son activité de la colonoscopie, puis il a décidé, je pars en bateau par là, puis tous ceux qui sont là, ben, ils vont l'apprendre, c'est quoi la colonoscopie. Ben oui. Mais ça n'a pas marché son affaire. Là, ça n'a pas marché. On s'en souvient pas pour ça. On s'en rappelle vraiment. On s'en souvient surtout pour son voyage. Il aurait dû faire des voyages un peu plus courts. Non, c'est ça. Il a mal pensé à son plan d'affaires. Mais elle, Wafas Lehman, elle avait volé l'idée justement de la colonoscopie. Puis c'est pas parce qu'elle l'avait volé que ça n'a pas marché. C'est juste qu'elle avait appelé ça bizarrement. Elle a appelé ça un fouillage de colons. Fait que là, tout le monde savait, pourquoi on voulait faire un fouillage de colons, ça sonne pas bien. Moi, me faire fouiller le colon, très peu. Non, c'est ça, c'est pas marketing pantoute, ça a pas duré longtemps son idée, ça va durer au moins. J'aurais peut-être opté plus pour une slimanoscopie ou un truc de même pour incorporer son nom. Là, ouais, mais c'est ça, mais il y aurait peut-être eu des échanges avec la bière, mais là, vu que ça me fait penser au fromage, c'est justement parce que le fromage me faisait penser à un champ de fruits et de légumes. C'est le champ fleurit, et la fleur devient un fruit. C'est un lien de ce sens-là. Mais ça n'a pas marché. Alors, je me suis dit, mon idée, ça a fait un Wafas Lemon. Ça n'a pas duré longtemps.
Ben, c'est une expression populaire à cette heure, faire un waffle layman. Ouais, c'est très populaire depuis trop. Je terminerais bien ce wiki fromage avec une citation de Saint-Bernard. Gracieuseté de Sorangel. Les arbres et les forêts vous enseigneront des choses que vous ne saurez entendre ailleurs. Ah, ça vient là faire la boucle avec le Champfleury. Tout à fait, Champfleury puis tout ce qu'on a raconté dessus. Oui, alors je vous remercie pour votre partage pour le fromage et le Wikipédia. Alors on va pour une courte pause et on vous revient ensuite pour le premier tour de table. Alors à tantôt tout le monde. Bye bye. As you know, in less than 2 hours, liquor will be declared illegal by decree of the distinguished gentlemen of our nation's Congress. To those beautiful, ignorant bastards. Ça vous tente de les prendre une bière ou un petit verre? Je suis sûr que oui, hein? Mais comptez-vous chanceux de pouvoir le faire parce que si on était 100 ans en arrière, en fait 97 ans pour être précis, le 16 janvier 1920 était en vigueur dans toute l'Amérique du Nord la prohibition de l'alcool, qui avait pour but de rendre formellement interdit toute production, vente ou distribution d'alcool. Il y avait une chose qui est weird là-dedans, c'est que tout ça t'est interdit, mais t'avais quand même le droit d'en boire, d'en consommer. Donc, fallait que tu t'arranges pour pas qu'on sache où t'en prends, où tu l'achètes, ou si t'en vendais quelque chose. Ça, c'était quand même illégal, mais t'avais le droit d'en boire. Il y avait une manière que tu pourrais t'en procurer de manière légale, c'était d'obtenir une prescription d'un médecin pour un whisky médicinal quelconque, qui semble-t-il était dégueulasse, vous vous en doutez, puis la qualité c'était désastreux. La prohibition, le fait de pouvoir tout cacher puis de rendre ça comme underground un peu si on veut, ça a fait en sorte que ça a popularisé puis ça a mis au monde plusieurs drinks. Donc c'était tous des mélanges de jus ensemble, de sirop puis de sucre. Tout ça avait pour but de camoufler l'odeur puis le goût de l'alcool. Fait que tu pouvais comme réussir à pas te faire entre guillemets pogner puis te faire poser des questions sur où tu l'avais eu à cause que à première vue ben ton drink sentait pas l'alcool. Toute la grosse propagande autour de la prohibition a été, ils ont appelé ça la Dry Campaign. Il y avait plein d'affiches, plein de pubs là-dessus, alentour du continent au complet, puis ça avait pour but de dissuader les gens de carrément en consommer. Ils avaient le droit d'en consommer, mais ils voulaient les dissuader de ça, puis ils propageaient l'image que l'alcool agissait comme un briseur de ménage, puis que ça allait ruiner la famille, puis t'étais pour te mettre dans le trou si tu consommais de l'alcool. Chose étonnante, le groupe suprémaciste qu'on connaît, le KKK, le Ku Klux Klan, ou le KKK en français, eux autres endossaient la prohibition. Ils ont même contribué à détruire pas toutes, mais à détruire une partie des caches qu'ils trouvaient, soit des caches de production ou toutes les places pour le storage et la distribution. Fait qu'eux autres, quand ils trouvaient ça là-dedans, ils crissaient le feu là-dedans, pis envoyaient donc. Fait que eux autres contribuaient là, à faire en sorte là, de faire régner cette loi-là à travers le continent grand complet. Bien sûr, le fait d'interdire laisse place à tout ce qui est côté criminel, donc ça a permis à la contrebande d'alcool de faire un gros pas en avant. Puis ça, ben, ça a fait en sorte que c'est sûr que la mafia a pris beaucoup d'importance puis est rendue avec plein de pouvoir là-dedans. Et ça a mis au monde des criminels célèbres qu'on connaît tous, comme exemple Al Capone. Fait que ça s'est passé un 16 janvier 1920. Puis on verra bien le mois prochain qu'est-ce qui s'est passé. Salut! Alors, bienvenue à tous sur les ondes de puissance maximale à Les Informateurs. Alors là, on est prêt pour le premier tour de table avec les Furieux Frangins. Et non, les Curieux Frangins. Et non, hein, il apprend bien, notre petit Christian. J'ai arrêté de faire ce petit lapsus de désinformation. Parce que je veux pas de désinformation à mon information. Non, c'est important. Faut dire la vérité. La vraie vérité réelle de la vie. Toujours. Alors, on va y aller avec nos premières chroniques et on va vous montrer que la vraie vérité sort de notre bouche. Alors, moi, pour la première chronique de l'émission aujourd'hui, alors je voulais vous parler de Mater. Mater, qui est une ville au nord de la Tunisie, située à 66 km au nord-ouest de Tunis. Oui, mais c'est au nord dans la Tunisie ou au nord dans un autre pays qui n'est pas la Tunisie? Hein? Dans la Tunisie. Elle-même. Alors, c'est vraiment inclus ensemble, ça vient dans un pain. Tunisie, est-ce que c'est avec un I ou avec un E accent aigu? Moi, ça me confuse un peu. Est-ce qu'on dit Tunisie ou Tunisie? C'est avec un I. Alors, c'est un I, un I rebelle, comme on prononce. Ouais. C'est pas vraiment un E, c'est pas un vrai I.
c'est entre les deux. Il est un peu un queer aussi. Ça y prendrait un accent, là, le I-accent queer. Ouais, I-accent queer, ça serait pas mal ça qu'on pourrait dire. Parce qu'il y a beaucoup de lettres dans la langue française qui changent de faculté, qui changent de sens. Comme le M, là. Quand le M est au début d'un mot, ça fait mais quand il est avant un P, il est comme pas là. Il disparaît. Ouais, disparaît. Et on fait pas mup. C'est ça. Alors, ce sera le sujet de notre chronique, ça, les lettres queer. Les lettres queer, mais là en ce moment on parle de mateur. Mais est-ce qu'un mateur, sachant mater, mate son chien sur sa galerie? Oui, en plein ça. Ben, en gros, parce que c'est un proverbe que c'est un exercice de diction, dans le fond. Ben oui, on appelle ça un vire-langue. Un vire-langue. Un vire-langue. Mais mateur vient du mot amateur. OK. Fait que c'est là que tous les enfants de Tunisie se rejoignent. Dans cette ville, c'est là que tout le monde apprend la première fois quelque chose. Alors, de amateur vient de là. Alors, on peut dire, lui, c'est un amateur parce qu'il commence, c'est un débutant. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on peut dire que c'est comme s'il l'avait fait amateur, donc amateur. Amateur, oui, c'est ça. Amateur, ça est devenu le mot amateur avec le temps. OK. Mais on vole tellement plein de mots en français. Hein? Ouais, on vole les mots partout. Mais le gros problème, c'est qu'il n'y a personne qui va aller à l'hôpital là-bas. Tous les docteurs sont amateurs, mais ouais, non, mais je comprends. T'as pas le goût. C'est dangereux d'aller là-bas. Hein. Ouais, c'est dangereux d'aller à l'hôpital là-bas. Alors, tombe pas malade là-bas, fais pas d'accident là-bas, sinon... Parce que tous les bons docteurs, si je ne m'abuse, ont migré vers Tunis, là. Oui. Tunis, ben ça, c'est l'étape finale, c'est le boss final. Alors, s'ils réussissent leur chirurgie, ils sont prêts pour ne plus être... Ils peuvent même plus résider, en plus, à amateur. Ah non, mais c'est clair que non. Là. Ça serait aberrant. Là, ils perdent leur permis citoyen, puis c'est fini. C'est le maire de la ville qui a décrété ça, je pense. Régis l'amateur. Oui, Régis l'amateur, oui, mais c'est parce que ça change souvent de maire là-bas. Parce que dès qu'ils ont de l'expérience, ils peuvent plus être maire là. C'est ça. C'est tough, pareil. Ouais, il y a un roulement. On enchaîne. La démocratie amateur, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est comme un McDonald's si ça devenait une ville. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le même roulement, on dirait. Ben oui, on commence au McDo puis on se ramasse au Château Frontenac. Ouais. C'est comme pas mal sur une échelle de 1 à Château-Frontenac, c'est pas mal ça. Là. Ouais, OK. 1 étant amateur. Mais moi, la question qui me vient en tête tout de suite, là, c'est nous, dans ton émission, on apprend souvent des nouvelles choses. Fait que pourquoi tu t'es pas appelé les informateurs? Parce que j'ai déjà passé l'étape d'amateur. OK, tu dirais que t'es rendu un habitué d'apprendre des nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Alors, dès qu'on est habitué, ben, on perd le nom de mateur. Alors, c'est pour ça que c'est pas les informateurs, c'est les informateurs. OK, parce que t'es plus habitué. Ouais, je suis plus habitué. Je suis rendu dans une échelle d'encore de 1 à Frontenac. Château-Frontenac, je suis pas mal rendu 7. Là. OK, il y a un menteur. 7, si je me trompe pas, c'est un peu comme le Continental. Là. Oui, le Continental, c'est aussi le niveau politique. Nos politiciens sont pas mal tous au niveau menteur. OK, ouais, c'est bon. C'est connu. Hein. Ils mangent tout au Continental de toute façon. Oui, c'est ça. La cuisine française, elles sont meilleures. Ça, tout est payé par la province. Les contribuables. Oui, les contribuables, oui. Ouais. Ben, la province aussi est vivante, on vit dessus. Oui, tout à fait. C'est un continent vivant, comme on dit. Là, ça se sépare de partout. Là. Il y a des failles en dessous du fleuve. Là. C'est ça. Ils veulent partir en voyage, puis même les référendums ne veulent pas qu'on parte. Mais ça, c'est le sujet de notre chronique des informateurs. C'est un bon contenu. Moi je serais prêt à partir amateur, à apprendre quelque chose de nouveau. Moi, je sais pas. Moi, amateur, ça me fait un peu peur. Y a-tu des alligators là-bas? Il y en a au moins un, mais c'est parce que les alligators, ils apprennent vite à être alligators. Parce que, ouais. Tu sais, dès qu'ils ont mangé comme un alligator, ils sont plus amateurs. Ils ont réussi à vivre leur premier moment qui était de manger quelque chose. Okay. Alors, ils sont plus amateurs, ils devraient partir. Mais il y en a un qui est un petit peu déficient, c'est Barre, qui lui, a pas réussi à manger. Il faut que le monde l'aide. Fait qu'il y a un alligator amateur. Oui, c'est ça. OK. C'est très, très, très strict, là, mais lui, un jour, quelqu'un va avoir réussi à manger pour de vrai, mais il pourra partir. Fait que c'est quoi le problème? C'est la déglutition, le nombre de dents, l'eau salée? Non, c'est parce que d'habitude, les autres, ils aiment ça manger des petits mammifères ou des oiseaux qui se rongent à travers leur bouche. Ouais. Parce qu'ils se font souvent nettoyer les dents par les petits oiseaux, mais c'est parce que lui, il est pas capable. Il est trop gentil. Il n'y a pas assez de pression dans son... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas assez de kilopascal. C'est quoi son nom? Y a-tu un nom? Il doit l'avoir baptisé. Là. C'est comme la tête il l'a appelé pas amateur. Il voulait au moins l'encourager de même. Il a dit hey, t'es pas amateur. Non, mais c'est juste son nom. De son sobriquet Crocopam. Oui, Crocopalme, qui est aussi son nom de baptême.
Ah ouais, ouais. Ah, je savais pas ça. Ouais, ben c'est une autre histoire, mais les baptêmes amateurs, c'est pas mal un autre domaine. Ouais, comme on dit, les baptêmes amateurs restent amateurs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est le proverbe de la place, c'est ça. T'arrives à une grosse pancarte, c'est écrit ça. Ben, merci, Christian. Alors, oui, c'est pas mal ce que j'ai fait le tour. Alors, je vais y aller avec Maxime qui va nous dire c'est quoi ta chronique et parle-nous-en. Ben oui, ben je vais commencer par atteindre ma chronique pour pouvoir t'en parler. Mais dès que ça va être ouvert, là, je vais t'en parler. Je suis vraiment prêt à en parler. Les recherchistes ont fait un travail colossal pour te fournir tout ton matériel pour que tu puisses animer ta chronique. Oui, bon, ben, Chrissy, bon, mon papier est maintenant imprimé. Merci à la madame du fax. Je vais vous parler aujourd'hui de Lucien Louvet. Lucien Louvet, c'est un peintre. Oui. Oui, c'est un peintre, mais surtout champion de demi-fond. Ben, alors, nettoyeur de fond d'aquarium? Non, mais je veux dire, il peinture, mais en demi-fond. Ah, OK. C'est une technique très précise. OK, c'est vraiment propre à lui. Ben oui, ben dans le fond, au lieu de mettre sa toile normale, il la met à l'envers. Okay? Mais là, en plus de la mettre à l'envers, il met une toile dans le trou, qui est plus petite. Fait que c'est comme, fait que là, il peinture cette toile-là dans le fond, mais elle est comme surélevée du fond de la toile, fait que c'est comme un demi-fond. Puis c'est le champion de ça, c'est une technique qu'il a développée lui-même en Tunisie, justement. On ne risque pas amateur. Non, c'est ça. Il a essayé au début amateur, mais il est parti là, parce qu'il l'a compris tout de suite. Il l'a compris tout de suite. Il est vraiment fort. Ben, il était vraiment fort, c'est un peu plate, parce qu'il est mort à Clichy. En 1943. C'est quand même un cliché de parler des gens morts ces temps-ci. Mais ce qui était vraiment pertinent avec son décès, est-ce que vous saviez c'était quoi? La mort? Non, ça c'est assez régulier. Toutes les morts ont ce point en commun. C'est ces pires démons sont sortis, là. Ben, justement, Guillaume, c'est drôle que tu me dises ça, parce que c'est exactement ça, parce qu'il est mort à 66 ans et 6 mois. 6 mois? 6. C'est comme, c'était le nom de son épisode à Bleu Nuit. Oui, ben, je veux dire... On avait dit qu'on n'en parlerait pas là, de ses déboires sexuels à Lucien Louvet, là, mais... On peut pas dire qu'à Bleu c'était beaucoup hardcore. Non, c'est sûr. Ben, quand tu fais l'amour à Michel Louvain en même temps, c'est difficile d'être hardcore. Mais c'était quand même un épisode assez... c'est un épisode tenace. Ouais, mais quand même, je veux dire, il était difficilement reconnaissable. Là. Il était habillé en dame en bleu. Il perdait des couleurs un peu, puis ouais. C'est son costume de dame en bleu qui reprenait son contexte de champion de demi-fond français. Vous voyez, Michel Louvain était en rouge, et puis le blanc est venu les rejoindre à un moment donné dans le film. Là, je veux dire, vous connaissez tout cet épisode-là, on s'entend. Lucien Louvet, lui, il avait pas peur. Il avait pas peur de ça. Il avait pas peur de toucher les gens. Avec ses peintures. Moi, présentement, il me touche énormément. D'ailleurs, tu me montres une toile à l'instant de Lucien Louvet, là, puis je trouve ça absolument impressionnant comment est-ce qu'il mélange les arômes, puis que tu peux même sentir... On peut sentir sa peinture au travers de l'Internet. C'est fou, c'est fou, ça. Mais j'ai fait un petit peu le tour de Lucien Louvet, mais avant de quitter, je voudrais dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais son nom et son prénom commencent par la même lettre. Ça s'appelle LL. Alors, si on inverse LL à l'envers, ça fait LL à l'envers. LL 666 Bleu Nuit. La viande LL, je pense qu'il était musulman. Ça se pourrait. Je pense que ça va être une question pour un champion. Hein? Ben oui, question pour un champion. Fait que j'irai pas plus loin là, parce que ça commence à se démoniser un peu comme. Est-ce qu'on téléphone un champion de là? Hey, t'es-tu game de téléphoner un champion? Oui, alors on va téléphoner un champion live, faut y demander. Alors, je me rappelle même plus de la question qu'il fait qu'on pose. Question pour un champion. Question pour un champion. LL666. Ouais. Est-ce qu'il était musulman? Ouais. Est-ce que Lucien Louvet était musulman? En ligne pendant que nous acheminons votre appel. Longue distance pour de Québec à Québec. Pas vrai? Oui. Comment ça? Allô? Oui, hello! Christian Hamel des Informateurs pour un enregistrement live. Est-ce que je parle à Joël? Ben oui, vous parlez bien à Joël, monsieur Christian. Oui, OK. Alors, ici, on a une question pour un champion. Êtes-vous prêt pour une question live? Bien sûr. OK, alors, Maxime, je t'ai invité à parler à Joël et demander ta question. Ouais, mais là, je suis un peu loin. Est-ce que tu m'entends, Joël? Je t'entends très bien, Maxime. OK, excellent. On voulait savoir, est-ce que Lucien Louvet, de son sobriquet LL, est mort à 66 ans, le 6e mois, était musulman? Dire qu'il est musulman est une erreur. Ah, oui, et pourquoi? Tout pointe vers ce fait. C'est trop généralisé de dire qu'il est musulman. Faut préciser de quelle
concession il est? Est-il un sunnite, un chiite? C'est là la vraie question. Et c'est des questions que je me suis jamais posées, mon cher Joël. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Mais tout à fait. J'existe pour partager la culture, voyons. C'est un champion, c'est pas pour rien qu'on l'a appelé. Non, je le sais, mais quand même, des fois, moi, je remets tout en doute. Ça part. Alors, ça répond pas mal à notre question de base. Alors, je te remercie, Joël, pour cette chronique spéciale qui était une question pour un champion. Ça fait plaisir, Christian. C'est bon, à la prochaine. À la prochaine. C'est bon, alors, on a eu notre réponse et il fallait pas se poser la question. Mais non, c'est d'autres questions qu'il fallait se poser. Là. Écoute, des fois, on cherche à pousser trop loin alors qu'on n'a absolument pas intérêt à faire ça. Tout comme alors, dans le je te remercie, Maxime, pour ta chronique. Ça alors, fait plaisir. Guillaume, pour ta chronique, qu'as-tu préparé? Encore une fois, un homme pour lequel on se pose beaucoup trop de questions, mais on devrait pas. C'est Rabah Taleb, évidemment. Rabah Taleb. Oui, vous vous souvenez, il est mort à peu près il y a un an, le 22 décembre 2015. Oui, il avait osé aller jusque-là, oui. Ah oui, puis vous savez tous ses attachements à Bouddha. Ah oui, là, tu rouvres une plaie encore fraîche, Guillaume. C'est tellement pas cool. Je comprends, mais j'ai pas le choix. Je veux dire, ses implications dans ma vie, comment il a travaillé. Il m'a transformé dans mon fort intérieur, dans sa carrière de chanteur et auteur, compositeur, interprète. Écoute, ça m'a transformé d'une manière que personne d'autre a su me transformer. Est-ce que tu pourrais nous interpréter la chanson que tu as le plus touché de sa part? J'aimerais bien. Malheureusement, j'ai pas de guitare présentement, fait que je vais y aller un petit peu à la bonne franquette. Ok. On va te pardonner cette petite franquette. La. Mi. C'est la version instrumentale. J'entendais les paroles, mais... C'est sa chanson populaire, vous la connaissez tous, Se faire attaquer par un poisson rouge avec de la poudre à gratter. Moi, je préférais beaucoup sa chanson Un pingouin unijambiste. Ben, je te comprends. Mais d'ailleurs, si on parle de Rabah, là, pendant que la brèche est fraîchement ouverte, tu sais, depuis 1955, quand il a commencé sa carrière musicale, on a pu le voir travailler un petit peu partout. Il a travaillé, entre autres, en France, puis aussi, mon doux, à Tizit. Qui est en Algérie, en fait. Donc c'est un proche parent de Léonard Cohen. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est son frère, d'ailleurs. Mais, pourtant, je pense qu'ils n'ont jamais collaboré ensemble. Mais est-ce que lui aussi avait un rôle à la télé? Il y avait un rôle à la télé, oui, dans Les Enfants de la télé. Ah, ok. Oui, mais je pense que j'ai déjà vu à Télémag. Télémag, tu penses? Oui, je pense qu'il a animé le bingo en 98. Ah oui, j'oubliais le bingo 98. Son court passage, ben, c'est parce qu'il a seulement fait un épisode, hein, on s'en souvient tous, ça a très mal viré. C'est vrai. C'est la femme du président Nixon qui était montée sur ses grands chevaux pendant cet épisode-là. Là. Il était certaine d'avoir fait le bingo avec le O74, mais c'était visiblement pas le cas, puis ça l'a... C'était à partir de ce moment-là aussi qu'on a interdit les chevaux dans les salles de bingo, parce qu'elle était vraiment montée dessus pour ça. C'est ça, je veux dire, et un cheval puis des boules, là, ça marche pas ensemble. D'ailleurs, son cheval, si je me trompe pas, il s'appelait Ay Akjun Kek Darfik Iw, puis... Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Ça veut dire René Angélil en speedo. Pourquoi est-ce que je sais pas à quoi je m'attendais là? Je te le dis. C'est ça, mais c'est un attachement à Bouddha. Pourquoi? Parce que Bouddha a transformé sa vie quand il est allé frapper à sa porte. Bouddha lui-même. C'est un homme d'histoire, dans le fond. Oui, vraiment. Il a parlé à Bouddha. Il a parlé pendant sensiblement 13 minutes. Là. Il est chronométré, là, mais 13 minutes 47 secondes, si je ne me trompe pas. Lui, il comptait ça avec le mouvement du soleil dans le ciel. C'était vraiment horloge solaire à l'ancienne. Il y avait une paille qui tenait devant sa porte, puis il y avait des traces sur sa paille, fait qu'il voyait quelle distance le soleil avait parcouru pendant la durée de l'arrivée. Puis il n'y avait pas tendance aussi à mettre de crème solaire sur sa paille, alors il grillait aussi selon un certain degré à chaque fois. Oui, exactement. Mais ça a été plus tard dans sa vie, là, quand tu te souviens très bien quand il a inventé la pâte à croustini, ben là, ça a fait un malheur. Fureur, oui. Vraiment.
Ben voilà, il est décédé le 22 décembre 2015. Ça fera bientôt 1 an. Rabah Taleb, en anglais, on peut dire aussi Robert Taylor. Taïber, je pense qu'on disait. Non, Taïber, ça, c'est une autre histoire. Oui. C'est vraiment Robert Taylor, ça, c'est en anglais. Puis si tu réarranges les lettres de son nom, ça fait Abor Ballet. C'est bon. C'est ça. Alors, je te remercie, Guillaume, pour cette chronique. Alors, c'est ce qui conclut notre premier tour de table. Alors, on va y aller pour une courte pause. On y va pour le deuxième tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Attention. Tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Soft and true, darling, I love you. Hey, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Là, on est prêt pour le deuxième tour de table, celui qui se joue avec des contraintes du D6. Oui, le D6, le grand Manitou. Oui, celui qui va nous dire de quelle façon on va parler de notre chronique, de notre prochaine chronique et notre dernière chacun. Alors, je vais lancer le bal. Lance le bal, lance le dé, et c'est un 2. Alors, moi, ça va être une chronique sportive. Moi, je vous parle tout de suite, comme ça, à frette. À frette, à chaud, à médium, rare. Justement, parlant de RDS, tu vas pouvoir continuer sur ta lancée. Là. Ah oui, je vais jusqu'au bout. Moi, je veux faire comme Carl Carmoni et être reconnu dans mon domaine. Ben oui, on te reconnaît déjà. Là. Ah oui, déjà. Alors, moi, c'est ça. Mon sport préféré, ça se joue à Valnesfjord. Valnesfjord. Valnesfjord, je pense. Valnesfjord. Ouais, il y a déjà eu des grandes compétitions de kayak là-bas, mais je pense que c'est fini, hein? Oui, c'est ça. Ben, il y a beaucoup d'eau. Dans le fond, ça se passe en Norvège. Il y a beaucoup d'eau. Ils ont pensé à faire des courses de kayak, mais non, ils ont décidé d'y aller avec de la pétanque. Ah, de la pétanque, pétanque navale. Pétanque navale. C'est un procédé qu'ils ont voulu essayer de promouvoir parce qu'ils se sont dit on était écœurés un petit peu de tout le temps lancer dans du sable, ça salit nos balles. Pourquoi qu'on lancerait pas nos balles de pétanque dans l'eau? Mais c'est pas il est pas profond le courant d'eau, j'espère. Non, il y a un demi-pied, c'est 6 pouces, c'est environ... c'est genre 3,99 au Subway. Au moins 16 cm. On va y aller de même à peu près. Là. OK. Ouais. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Puis c'est gros comment une boule de pétanque là-bas? Eux autres là-bas sont un petit peu plus grosses. Il faut qu'au moins qu'elles dépassent l'eau. OK. Alors c'est la grosseur d'une boule de quille. OK, fait que c'est des boules de pétanque. Ouais, ça splash, là. Okay. Quand tu lances, tu vois l'eau qui est... Y a-tu des trous pour les tenir?
Non, seulement pour les personnes qui sont en difficulté doigtaire. Ah, ok, ouais, ben nous, on a tous nos doigts, tout va bien. Ouais, tout va bien. Alors, ceux qui n'ont pas de doigts, ils ont le droit d'avoir des trous. Ok, bon, ben moi, je suis fier d'être un sans trou. Ah, t'as le droit. Il s'appelle comme ça, justement. C'est quoi? C'était les sports étranges là, qu'ils présentaient l'autre jour à la télévision, puis ils en avaient parlé. Là. Ouais, la pétanque navale de Valnesfjord. De Valnesfjord. Ça se joue en une équipe de combien de joueurs? Au moins 30. OK. Ben, c'est surtout pour aller capturer le cochonnet, parce que là-bas, ils utilisent un vrai cochon. Ouais, c'est un vrai cochon, puis il s'en va. Mais c'est aussi que le problème, c'est que le fond du lac est vaseux. Alors, tu lances tes balles, puis ça cale. Ça cale. Tu peux le retrouver à 3-5 mètres plus bas. Fait qu'à base, il y a juste 5 cm, mais ça arrive souvent que les balles descendent. Là. C'est ça, ça descend. Ça peut descendre à travers les racines des algues. Il y a vraiment de tout. Là. Alors, tu lances ton truc, puis il y a au moins 25 personnes dans ton équipe qui vont être utilisées pour essayer de retrouver ta balle. Une saison, c'est combien de matchs? Une saison, au moins 30. Ouais, 30. Un par joueur, c'est ça? Ouais, il y en a un qui... faut que chaque joueur aille au lançage. C'est un projet. Alors, chaque journée, son joueur. Alors, il va dans l'ordre alphabétique normalement, mais s'il y a du monde qui sont pressés ou qui n'ont pas le goût, qui sont malades, qui sont morts, ben là, on va essayer de trouver des compromis. OK. Genre, y aller par ordre de couleur? Ouais, par ordre de couleur ou plus normalement, c'est pas les vêtements, mais les yeux. Ah, ok, ouais. Okay. On va faire passer des tests, savoir si les gens qui ont les yeux verts ou les yeux bleus, ils voient les mêmes couleurs. Peut-être que ça varie d'une personne à l'autre, puis on le saura jamais. On sait pas, peut-être les cônes sont mal connectés. C'est ça, alors ils se sont dit pourquoi qu'on se fierait au nom, qu'on pourrait se fier à la couleur des yeux, qu'on sait pas si ça donne le même résultat. De toute façon, le cochonnet, il est pas rouge comme au vrai pétanque, c'est un vrai cochon. C'est un vrai cochon, c'est ça. Est-ce qu'on peut suivre les compétitions de pétanque navale sur un site web en particulier? Sur le site web de l'hôtel de ville de Valnesfjord. OK. C'est ça, eux autres, ils se sont dit, on mettra pas nos comités publics en diffusion sur Internet, on va mettre nos trucs de pétanque navale pour essayer de faire connaître le sport le plus possible. Maintenant, c'est une région très nationaliste, on s'entend. Là. Ouais, plus tu rentres au nord, plus que c'est nationaliste. Ben oui. Le monde, ils veulent garder leur petit nord. Mais c'est quoi la marge de profit ça génère plusieurs millions par année ou actuellement, c'est encore pas mal dans les études, on va dire. Là. Ils font pas vraiment d'argent, mais ils mettent beaucoup d'argent dedans. Alors, on peut dire que... Ils injectent, puis ils récoltent pas nécessairement. Là. Non, c'est ça. Alors, on peut dire que c'est une grosse perte de moins 2 millions. OK, au moins. Okay. Par épisode. Fait que c'est une perte de moins 2 millions, donc ils font de l'argent. Ils font de l'argent seulement dans leur désir. Je comprends. L'argent du désir est celui qui fait avancer les choses. À chaque dollar suffit sa peine. Oui, en plein ça. Alors, moi, c'est tout ce qui fait le tour de ma chronique. Alors, on va y aller avec Maxime qui va... Tu vas y aller avec ton lançage de dés. Oui, je vais lancer mon dé. Moi, j'utilise la technique de le brasser plusieurs fois dans ma main. Ouais, ça change de quoi? 1, 2. Moi aussi... ça peut être le 2 de l'autre bord. Ah, ça peut être le 2 de l'autre bord. Fait que... Je parlerai pas de sport Je vais pas continuer. C'est drôle parce que ma page c'est le 3 janvier en sport. Mais... fait que ça va être du sport malgré tout, mais c'est très triste. C'est très triste. C'est une date très triste dans le monde sportif, les garçons. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées un 3 janvier. J'arrête pas de déplacer le micro, ça va être vraiment tannant. Je suis désolé. J'ai des frissons, Maxime. Nommez-moi un sport, je vais vous dire quel drame qui s'est passé. Glissade d'eau. Les glissades d'eau, il y a un entraîneur de football et homme d'affaires irlandais qui s'appelait John McKenna qui est mort. Ah, il est mort en glissant trop vite? Oui, sa peau arrachée du corps? Non, il a fondu. Il s'est désintégré en 1855. Qu'est-ce qui est glissé dans l'acide? 1955, ça c'était l'ouverture du bar à parc. Oui, le bar à parc du village vacances Valcartier. Mais c'est parce que ceux-là qui ont inauguré cette année, c'est en l'honneur de ceux-là qui avait été fait dans les tours jumelles, qui a été détruit le 11 septembre. Fait que, tu sais, descendre tous ces étages-là en glissade d'eau, c'est normal que tu te désintègres en bas. T'as pas le choix à un moment donné. Parce qu'ils disent qu'un plongeon de 20 mètres, tu atteins des vitesses d'à peu près 80 km/h. Là, fait que j'imagine pas un plongeon de 100 quelques étages. Là, c'est rough. C'est rough. Ouais, vraiment.
Vous pouvez, j'attends d'autres sports. J'ai aimé le concours de beauté canin. Le concours de beauté canin, c'est assez. c'est drôle que tu en parles. Mais c'est pas drôle parce que c'est triste ce qui s'est passé. C'est là. certain. Mais c'est l'année que Ricardo Prado a été obligé de faire euthanasier sa belle Doberman. Ouais, elle s'appelait Mitsu. Non, Isabelle Charret. Isabelle Charret. Il y avait été nommé avec le nom de famille en plus. Ouais, j'arrête pas de parler de mort, mais là, c'est pas pareil. L'euthanasie, elle était en phase terminale. Elle avait mangé 4 chocolats. Ouais. Il y avait une overdose, une problème cardiaque. Ouais, premier arrêt cardiaque. Mais c'est parce qu'elle était diabétique. Et dernière arrêt. Ben oui, je veux dire, évidemment, là, tous les chiens sont diabétiques, surtout les Doberman qui s'appellent Isabelle. Ouais. Spécifiquement eux autres. Mais le pire, c'est que c'est arrivé parce que là, cette année-là, c'était en 1971, les Jeux olympiques d'été avaient été décalés juste qu'au 3 janvier. Fait que là, c'était bizarre, des Jeux olympiques d'été, mais en même temps, ça se passait à Sydney, puis eux autres, l'hiver est comme à l'envers. Puis Isabelle Charret venait de gagner la médaille de bronze du relais de 3000 mètres. En plus. C'était la première femme chien Doberman qui gagnait une médaille aux Olympiques. OK, alors c'est souvent une grosse perte pour l'humanité. Très grosse perte, mais l'humanité. Elle a gagné la médaille, puis tout de suite après, son entraîneur a été obligé de la faire. Mais ils l'ont commémoré pendant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de cette année-là. Oui, ben c'est ça, il avait fait une clôture avec sa face dessus. Ouais. Et pour le sport, la Zamboni, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la Zamboni, c'était malheureusement l'année où est-ce qu'ils ont décidé qu'il allait juste avoir un seul conducteur par Zamboni. Parce qu'avant, ils faisaient de la Zamboni à 15. Oui, c'était un tournoi britannique très connu où est-ce qu'ils resurfaçaient, parce qu'on est quand même dans une émission où est-ce qu'on parle en français. Oui. On dit resurfaceuse. Donc, ils resurfaçaient l'entièreté de l'île britannique juste avant le premier match du tournoi britannique de Zamboni à 15. Ouais. Je vais quand même dire Zamboni parce que ça se passait en Angleterre. Là. Puis finalement, ça finit 7-4. Puis là, ils se sont dit, voyons, c'est ben trop un gros écart. Faudrait qu'on arrête d'être 15 sur une Zamboni. Puis depuis ce temps-là, il y a juste malheureusement un seul conducteur de Zamboni par Zamboni. C'est triste. C'est très triste. Ouais, ben en rafale, Diego Maradona, il confirme qu'il ne jouera plus jamais au football. OK. Ouais. C'est le départ du 37e Rallye Dakar qui s'est terminé genre 13 jours plus tard. Ça, c'est très triste. D'habitude, ça prend 2 jours. C'était vraiment un 3 janvier hautement en couleur. Oui, il y a eu beaucoup de couleurs qui se sont passées. Il y a plein de gens qui sont morts. Christian Lachlanchler, conducteur allemand. C'était violent. Je sais pas quoi, mais il conduisait. Lucien Buis, qui est mort dans le buisson en attendant le petit pinson. Plaire Flamion, qui a imité un flamant rose pendant un match du Rouge et Or. Et finalement, un cycliste de VTT, il faisait du vélo sur des VTT, Bury Stander, qui est mort à 25 ans le 3 janvier 2013. Il est mort d'un meurtre. Hein. Il est mort d'un meurtre de meurtricité. Oh shit. Alors, OK. Alors, je te remercie, Max, pour cette chronique. Alors, je vais aller avec Guillaume. Quelle est ta chronique et de quelle façon tu t'appuieras sur le petit plus? Ouais, je vais faire ça, appuyer sur le petit plus. Ça va me sortir... Ta chronique. Ta chronique que tu as préparée. Ta chronique était programmée sur le petit plus. Puis elle était préparée là, de manière vraiment préparée. Puis c'est une chronique catastrophe, bien évidemment. Encore, on raisonne négatif, mais c'est pas grave, on va remettre ça positif à la fin de l'émission. Parce qu'on se souvient tous de Alice au Ranch. Ouais. C'était la suite d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, exactement. Ça a été écrit, le roman a été écrit par Grosset et Dunlap à New York. Ah oui, avec un crayon ou une plume? Un crayon-plume. Un crayon-plume. Oui, un crayon-plume. D'un côté, c'est un crayon, l'autre côté, c'est une plume de plomb. Oui, une plume de plomb. Le plomb est en voie d'extinction. Mais enfin, d'où vient l'expression « mes idées s'envolent ». Oui, exactement. Au départ, c'était supposé être un livre pour enfants. Mais pour une raison qui nous échappe, ça est devenu un livre secret. Un livre secret de sur la zoophilie? Non, sur l'ombre. Ah, sur l'ombre. OK. Oui. C'est une catastrophe, ça? Ça a été une sacrée catastrophe parce que ça a chamboulé le monde de la littérature du jour au lendemain. Les gens avaient plus confiance en leurs confrères. Écoute, il y avait des attaques dont on ne sait pas trop quoi. Mais il attaquait, là. Il attaquait. Il n'était pas en mode défense. Non, en mode attaque, puis attaque solide, là. Au moins des bons coups de genoux dans le front. OK, il allait pas à moitié, là. C'est vraiment la totale. Au départ, on n'était pas sûr, mais là, on me confirme au micro, c'est vraiment des coups de genoux dans le front, puis aussi des coups de genoux sur les genoux.
Ah, c'est ça, c'est de l'attaque de genoux. Est-ce que c'est là que le lait a trouvé son nouveau slogan solide liquide? Solide liquide, Orange, c'est parce qu'ils ont sorti la vinaigrette. OK. Puis le lait, peu de temps après, pour une raison qui nous échappe aussi, parce que, écoute, c'est vraiment mystérieux cette histoire de Alice Orange. Le lait est comme sorti de sa tombe. Un peu comme Michael Bublé dans le temps des fêtes. Là. OK! C'est les coups de genoux, là, je veux dire, interdimensionnels. Si je peux vous faire un résumé de l'épisode du roman, en fait, qui est Alice au ranch, ce sont les cousines Bess et Marion qui invitent leur amie Alice à aller vivre au ranch. Puis pour des raisons qui nous échappent, Alice, elle décide d'y aller dans le désert de l'Arizona. L'Arizona, ça, c'est, si jamais vous le savez pas, c'est une équipe de hockey. OK, fait qu'elle va dormir dans le ranch de Phoenix. Non, de l'Arizona. OK, où c'est qu'il y a des coyotes? De hockey. Non, Coyote, c'est la ville. Ah, OK. Coyote en Arizona. Je suis mêlé moi aussi. Je veux dire, c'était... On se pose des questions, nous autres. Nous autres, la géographie, c'est pas notre fort. C'est ce que je crois comprendre. Alice, elle se demande c'est qui Lucy Brown. Hein? C'est qui Lucy Brown? Mystère, je vous dirais même pas. C'est pas la mairesse de la ville? Là, Maxime, c'est supposé être mystérieux. Je veux dire, c'est pas de ma faute si ton mystère est clair comme de l'eau de roche. Oui. Donc, Alice Roy a 16 ans, elle est blonde, c'est une jeune détective amateur, est justement née amateur. OK. Alors, c'est pas un mystère pour personne. Sa naissance, elle l'a pas raté, alors elle a pu quitter le village. Exactement. Par contre, ce qui est un mystère, et j'aimerais clôturer là-dessus, Alice Roy, elle a comme pas de bras. Puis on sait pas trop pourquoi. Mais est-ce qu'elle a déjà mangé du chocolat? Ça, c'est une autre histoire. On le saura jamais. Alice au chocolat. Alice au chocolat, ça serait malade. Ça me permettre aussi d'ajouter, elle est orpheline. C'est ça la catastrophe dans tout ça. Ses parents ont échoué d'être parents amateurs. Ouais. Donc voilà, Alice Roy, la catastrophe du village. Mais vous irez lire le roman d'Alice au ranch. Ça vaut vraiment la peine. Peut-être. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Guillaume. Alors, c'est tout ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Alors, c'est le temps des plugs. Alors, Maxime, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Je vous invite fortement à venir m'ajouter sur Facebook en tant qu'ami. Je suis bien sympathique. On met plein de photos. Puis sinon, sur furieufrangin.com pour nos vidéos. Puis la page Facebook du 17 Avenue des Pins pour notre podcast. C'est bon. Et toi, Guillaume? On peut me rejoindre sensiblement au même endroit, mais allez me faire une demande d'amis à Guillaume Lemieux plutôt que Maxime Lemieux parce que je suis Guillaume Lemieux et non pas Maxime Lemieux. Vous n'êtes pas la même personne. Non, on n'a pas la même voix. Vous pourrez également me rejoindre sur YouTube et Facebook sous Furieux Frangin et 17 Avenue des Pins. Et vous pouvez également me suivre dans la rue, mais ça se pourrait que j'appelle la police parce que j'aime pas ça être suivi dans la rue. Non, suivez nos pas jusqu'au 17 Avenue des Pins. Le rire multi-ethnique, on l'a. Oui, on l'a eu. Alors, moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me rejoindre Les Informateurs sur la page Facebook, sur Twitter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur YouTube, si vous voulez me rejoindre en commentaire des vidéos, parce qu'on a aussi nos vidéos sur YouTube. On les a aussi sur Mixcloud. On est en diffusion tous les lundis à 19h sur Puissance Maximale. Et vous pouvez vous abonner sur iTunes, comme j'ai dit, et sur Google Play, pour ceux qui sont plus en Android. Alors, je suis plus un Android que pas un Android. C'est correct, alors on va y aller avec Android. Yeah. Et pour ceux qui sont à l'ancienne et qui veulent m'écrire par courriel, c'est info@lesinformateurs.com. Si on veut t'envoyer un fax? J'ai pas le budget pour ça. C'est triste. Peut-être un jour, je vais y penser. Peut-être que je vais avoir un fax à Noël par mes auditeurs. Clin d'œil. Si on veut t'envoyer un pigeon voyageur, où est-ce qu'on envoie ça? Envoyez-moi ça à la même adresse. La même adresse? Que celle que vous êtes venu ici. Merveilleux. C'est bon. Nice. Alors, on vous dit à la prochaine tout le monde et reposez-vous bien lors de vos voyagements interstellaires, on va dire. Merci, bye. Au revoir.